Bonjour tout le monde et bienvenue à notre série avec l'auteur. Je me présente, Renée Saito, directrice de la médiathèque ici à l'Alliance française de Chicago. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir l'auteur Olivier Baudard, auteur de Zone à risque, en conversation avec Isabelle David. Isabelle David est la directrice de l'École franco-américaine de Chicago, ou l'EFAC. Sa vraie passion sur la littérature. Isabelle anime le cercle du livre du Women's Board de l'Alliance française de Chicago et est l'auteur du blog littéraire Sur un livre perché. Elle va nous présenter Olivier Baudard dans un moment, mais avant de commencer, quelques instructions pour la plateforme Zoom. S'il vous plaît, mettez votre micro est silencieux. S'il vous plaît, gardez-le silencieux pendant le programme. Communiquez avec nous par la chat line. Et où est la chat line? Regardez le ruban du menu au bas de l'écran Zoom. C'est juste au milieu. Et c'est là que vous pourrez afficher vos questions pour l'auteur. Et maintenant, à toi, Isabelle. Merci beaucoup, René. Alors, attention, ceux qui peut-être ont leur micro ouvert, merci de les fermer, on entend quelques bruits en fond. Alors, Olivier Baudard, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir ici dans le cadre de l'Alliance française pour cette conversation. Olivier, vous êtes français, vous êtes plasticien, enseignant et écrivain. Vous avez vécu plusieurs années ici à Chicago où vous occupiez le poste de coordinateur des arts et enseignant au lycée français de Chicago. Vous venez de publier votre premier roman, Zone à risque, aux éditions Inculte. Alors, ce roman est un roman protéiforme qui allie plusieurs genres. Il y a le roman policier d'un côté avec une enquête, et il y a le roman autobiographique qui vous met en scène, vous, Olivier Baudard, mais aussi des réflexions sur les arts plastiques et les arts visuels. Alors, c'est pourquoi aussi, vous allez nous montrer, lors de cette conversation, on va alterner un petit peu quelques images, des cartes et des représentations plastiques pour illustrer vos propos. Alors, dans ce roman, il est question de catastrophes naturelles et de drames humains. Et c'est entrelacé dans deux récits qui nous font nous mouvoir, nous le lecteur, d'un chapitre à l'autre, d'une narration à une autre. Alors, comment vous est venue tout d'abord cette idée d'emboîtement des deux narrations? Alors, tout d'abord, bonjour à tous, bonjour Isabelle, et merci à l'Alliance française d'organiser cette rencontre. Alors, par rapport à cet emboîtement, l'idée est d'abord née d'une fiction. Elle est née du roman, elle est née d'une histoire sur laquelle je travaillais depuis des années, ça fait à peu près 10 ans. Quelque chose que je remettais sur l'établi comme ça, de manière périodique. Cette histoire, en fait, c'était l'histoire d'un homme, on va dire, dans la moyenne, qui vit aux États-Unis. Et cette idée d'aborder le milieu de la vie, l'homme moyen, américain en l'occurrence, est venue se conjuguer à ma passion de la géographie américaine, et notamment la découverte de ce point central de la carte, qui s'appelle Lebanon, Kansas, qui est en fait le centre des 48 États contigus des États-Unis. On dit le point sur lequel en fait la carte des États-Unis tiendrait en équilibre. Donc après la découverte de cet endroit, j'avais envie de raconter l'histoire d'un homme moyen qui s'appellerait Matt et qui se retrouverait un petit peu dans une phase de midlife crisis, de sorte de crise du milieu de la vie, comme on dit, et qui se trouverait bloqué au centre de cette carte. C'est quelqu'un qui n'aurait plus le besoin du monde, quelqu'un qui se sentirait finalement contenté de ce qu'il a et ne voulant plus aucune espèce d'expérience qui pourrait représenter du danger. Donc j'ai placé ce personnage au milieu de la carte
Il se retrouvait tout à coup pétrifié, figé de toute tentative, en fait, un petit peu dangereuse. Et évidemment, il y avait une portée symbolique avec cette idée de déséquilibre, une idée physiologique aussi. Il y avait quelque chose de l'ordre du déséquilibre humain, déséquilibre chimique. Et j'ai écrit cette histoire pendant longtemps. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si ce personnage, en fait, devait partir ailleurs que sur son point de centre? Je me suis dit, quel est finalement le métier qui pourrait l'obliger à partir et à aller voir le monde malgré lui? Et j'ai finalement découvert la FIMA qui est un organisme en fait gouvernemental qui s'occupe d'organiser en fait la gestion des catastrophes naturelles aux États-Unis, que ce soit la gestion humaine, que ce soit la gestion géographique ou économique. La FIMA est un peu partout sur la carte lorsqu'il se passe quelque chose de dramatique. Je me suis dit, voilà, ce personnage en fait au départ aurait une situation professionnelle qui consisterait à être géomaticien, c'est-à-dire à travailler finalement à distance sur les catastrophes naturelles en essayant de les prévoir, en essayant de les cerner, en les analysant, mais ce ne serait pas quelqu'un qui aurait la tête dedans. Et je me suis dit, ben voilà, ce personnage, finalement, il faudrait qu'à un moment donné dans sa carrière, on lui change les paramètres de son métier et qu'on l'oblige à partir. Et qu'il devienne finalement un expert en sinistre, c'est-à-dire qu'il doive se déplacer sur les sites des catastrophes et devenir le témoin de ces catastrophes. Alors, j'ai travaillé pendant longtemps sur cette histoire, et puis finalement, j'ai subi ce que j'appelle à un moment donné une agueusie fictionnelle, c'est-à-dire que je me suis retrouvé sans plus aucun intérêt pour la fiction, alors que la fiction avait pendant des décennies été le moteur de ma vie artistique, de mon excitation artistique. Suite à une situation personnelle, difficile, de famille, de couple, etc., le réel était tellement important, tout à coup, il venait débouler comme une catastrophe personnelle. Le goût de la fiction est parti, a définitivement disparu. Et j'étais dans un état un petit peu de panique, comme Matt, une sorte de pétrification comme ça. Et il a fallu que je trouve une réaction, quelque chose d'instinctif, quelque chose de physique. Et l'idée m'est venue que puisque je ne pouvais plus compléter cette fiction, j'en étais presque à la fin, puisque je ne pouvais plus la travailler, il fallait qu'il se passe autre chose par rapport à cette histoire que j'avais bâtie pendant des années. Et m'est venue l'idée, en fait, d'aller sur les lieux que j'avais utilisés dans ma fiction. Donc le roman parle de 3 catastrophes naturelles précises qui ont réellement eu lieu et dont je me suis servi en fait comme matériau du roman, sans y être allé, sans être allé sur les traces de ces drames. Et lorsqu'est advenue cette agueusie fictionnelle, je me suis dit, eh bien, vas-y, va là-bas, même si ça fait des années que les drames ont eu lieu et qu'il n'y a pas forcément beaucoup de traces de ce qui s'est passé, déplace-toi sur ces lieux et va voir ce qu'il en reste, essaye de te connecter avec les gens qui ont subi ces drames et par exemple leur famille aussi, si effectivement les situations étaient particulièrement dramatiques, qu'il y a des victimes. Et donc, est devenu en fait un volet récit, un volet non fictionnel qui est venu compléter la fiction de départ. Donc voilà, après il a fallu effectivement trouver une forme pour emboîter ces deux volets. Voilà, qui s'emboîtent très bien. Les deux histoires se font un petit peu, se répondent un petit peu comme un miroir. Alors là, vous nous avez bien expliqué effectivement ce qui était le roman d'origine, la raison pour laquelle aussi vous avez choisi de reprendre ceci, aller en quelque sorte sur l'enquête de votre personnage ou l'enquête non aboutie, de prendre en charge, on va dire, l'enquête même de votre personnage en y allant. Vous mentionnez les trois catastrophes naturelles qui ont lieu. Ce sont 3 catastrophes que vous allez nous en dire un petit peu plus là-dessus, qui ont lieu aux États-Unis. Alors, pourquoi avoir choisi ces catastrophes spécifiques? On y voit que c'est une catastrophe soit qui est en raison du feu, en raison de l'eau, de la terre ou de l'air. Alors, pourquoi ces 3 catastrophes et où se situent-elles?
Ok. Alors, étant donné que ce personnage, au départ, se trouve véritablement au centre de la carte, et mon idée était de l'envoyer aux 4 coins des États-Unis, j'ai voulu véritablement explorer les 4 coins. Enfin, les coins, il n'y a pas de coins dans la carte, mais en gros, on a une idée que ça se passe vraiment aux endroits les plus éloignés de la carte. Alors, en fait, j'ai eu un principe de contrainte de départ, un petit peu oulipienne. Je sais que vous aimez Pérec, donc ça vous évoque des choses. L'idée était de parler de ce personnage, Matt, comme étant craintif de tout ce qui peut se passer dans la nature, c'est-à-dire de tous les éléments naturels. Donc mon idée était de passer en revue les 4 éléments et du coup, j'ai essayé dans ma phase de recherche de trouver des événements réels qui avaient trait à ces 4 éléments naturels. Donc le feu, l'air, l'eau, la terre. De plus, comme le roman est, comme vous l'avez dit, en partie à suspense, mais également à une petite phase, on va dire, fantastique, magique, on peut l'appeler comme on veut, mais ça questionne aussi pas simplement le matériel, mais également ce qui peut aller au-delà de nos perceptions. Je voulais que les drames se situent tous à égale distance du centre de la carte. J'ai préparé une carte, enfin, elle fait partie du livre. On m'a demandé de préparer cette carte, donc je vais la partager avec vous. Donc voilà la carte des États-Unis. Voici les lieux où se déroule cette fiction et les lieux évidemment où se déroule ce récit, cette non-fiction, puisque donc, je suis allé sur les traces de ces événements. Le point central, Lebanon, Kansas, où vit le personnage principal, Matt, et puis les différents endroits où il va devoir se rendre. En tout cas, c'est la nouvelle nature de sa fonction. Il est censé aller se rendre sur les traces pour en faire des reports, pour en faire des sortes de comptes rendus. L'idée était de pouvoir trouver des lieux qui se situent exactement à 700 km de ce centre. Donc évidemment, il a fallu faire pas mal de recherches pour ça. Et chacun, abordant un des éléments naturels. À savoir ici, Metal Lake, c'est l'éruption du volcan Mount St. Helens qui se situe dans le Washington State. Ici, donc, en Californie, il s'agit en fait d'un sombre événement d'inondation. Et ici, à Seffner, on a ce qu'on appelle un phénomène de sinkhole, un trou, une sorte d'ouverture, un éboulement de terrain, donc en rapport avec la Terre, évidemment. Je ne vais pas révéler toute l'intrigue du roman, mais il y a un autre endroit où il va se passer quelque chose qui a rapport avec le vent, avec la tempête, avec l'élément, l'élément air. Donc, la double contrainte, c'était la distance et puis aussi les 4 éléments qui devaient se compléter. Alors, puisque vous parlez de contraintes, je vais tout de suite passer à ça parce qu'effectivement, j'avais une question sur ce point. J'ai bien conscience du fait que tout oscille autour des contraintes dans votre livre, donc une démarche assez oulipienne, effectivement, comme vous le disiez, avec une référence textuelle d'ailleurs à Pérec à un moment. Donc, c'est à la fois dans l'intrigue qu'on voit ceci, mais on le voit... On voit aussi dans cette journée sur laquelle se déroule l'intrigue policière, puisque Rook est censé faire 130 miles à raison, sur 13 heures à raison de 13 km/h, etc. On le voit aussi, et là peut-être que je vois trop de choses, moi je le vois dans le nom même du personnage, Matt Check. Alors bon, effectivement, il est censé faire des contrôles dont s'appelait Check, c'est peut-être assez normal, on va dire, mais Matt Check, bon, moi, pour avoir lu Pérec et effectivement l'aimait beaucoup, je vois échec et maths. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout, bravo. Non, tout à fait. L'idée, c'était de l'appeler Matt. Normalement, il y a 2 T à Matt, mais là, en l'occurrence, il n'y en a qu'un seul. Parce qu'effectivement, la première chose qui m'est venue, c'était ce personnage qui ne peut plus bouger. C'est ce personnage qui se sent coincé, et c'est absolument ça. Il est dans une position d'échec et mat.
Alors, comme vous le disiez, il y a un autre personnage qui s'appelle Rook, parce qu'il y a en gros 2 personnages principaux. Il y en a 4 en tout, mais il y en a 2 véritablement qui sont, on pourrait dire, 2 faces de la même médaille. C'est-à-dire qu'on a Matt qui est complètement figé, pétrifié, qui ne fait plus aucun mouvement. Et puis, on a effectivement Rook qui, tout au long du roman, lui, va avoir une trajectoire en ligne droite, puisqu'il se dirige vers chez Matt. Alors, on ne sait pas pourquoi au début, et puis on va l'apprendre au fur et à mesure, mais il conduit sa chargeuse, hein, son tractopelle, et il se rend chez Matt. Évidemment, il va très très lentement, et on apprendra pourquoi il va extrêmement lentement au fur et à mesure du roman. Mais effectivement, la trajectoire du livre, c'est celle-ci. Il conduit en ligne droite. Au Kansas, les lignes sont très très droites, hein, et je pense à celle-ci en particulier, celle qui va de chez Rook à chez Matt, que je connais bien pour l'avoir utilisée. Donc, Rook, c'est un peu la même chose. Alors, j'ai beaucoup utilisé le vocabulaire des échecs, effectivement. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec les échecs, mais Rook est cette... Pas assez, mais j'ai quand même pu voir l'image, mais pas assez. Rook est le nom de la pièce qui est la tour aux échecs. Donc, c'est effectivement cette idée de ligne droite, sans réfléchir, on y va. Et puis, voilà. Alors après, les noms découlent de cet univers des échecs. À savoir qu'on a un personnage qui s'appelle aussi Kaïssa, qui est la femme, l'épouse de Matt, et Kaïssa étant la déesse des échecs. Alors, effectivement, ça nous ramène aussi à Pérec, puisque Pérec était un joueur d'échecs, et Pérec s'est imposé cette contrainte du déplacement du cavalier dans la vie mode d'emploi pour pouvoir organiser ses chapitres, et aussi les différentes relations qu'il pouvait y avoir entre les personnages dans cet immeuble dans la vie mode d'emploi. Très bien. Alors, il y a d'autres, bon, en dehors de ces références péréquiennes et oulipiennes en général, il y a d'autres références, il y en a beaucoup, hein. Le roman est très riche sur ce point. Il y a des références cinématographiques, il y a des références littéraires, des références architecturales, des références à des plasticiens, etc. Alors là, je vais aller justement dans la référence du cinéma. Il y en a plusieurs, et notamment une des plus importantes, je dirais, puisque vous vous inspirez pour l'histoire policière d'un film de David Lynch, que les auditeurs auront peut-être vu, The Straight Story, où un vieil homme rend visite à son frère avec lequel il souhaite se réconcilier, et il traverse le pays sur sa tondeuse à gazon. Alors, votre roman, l'action aussi se passe en fait sur une journée. Bien sûr, il y a énormément d'anticipation et de flashbacks qui nous permettent de créer la curiosité du lecteur, de faire avancer l'histoire plus vite, dirais-je, qu'avec la chargeuse. Mais quand même, on reste sur cette journée. Alors, pourquoi avoir repris cette idée pour tirer le fil, je dirais, de votre histoire ? Alors, il y avait d'une part cette idée de mouvement en ligne droite, hein. Ça, c'est vraiment la première motivation, c'est-à-dire effectivement, il y a cette ligne droite qui est la narration, comme vous le dites, le temps de la narration du livre, c'est-à-dire c'est une journée, mais en même temps avec effectivement des éléments, des événements antérieurs et même des événements dans le futur, puisque le récit se fait également après. Donc il y a beaucoup de temps, la temporalité volontairement un petit peu biscornue justement pour pouvoir essayer d'avoir cette lecture active du puzzle un petit peu. On revient à Pérec, c'est-à-dire, bon, ça c'est avant effectivement, mais alors est-ce qu'il est censé savoir ceci, est-ce qu'il est censé avoir fait cela? Donc moi ça me plaît en tant que jeu littéraire, j'aime ça. Et puis donc il y a cette ligne droite, et également aussi par rapport à une histoire vraie, donc c'est la traduction du livre du film de David Lynch. Il y avait cette histoire que les 2 personnages sont 2 frères qui ne se sont pas parlé depuis des années, et l'effort que fait ce frère sur sa tondeuse à gazon pour rejoindre son autre frère, parce qu'il ne peut pas conduire, il n'a pas de permis, ou je ne me rappelle plus des détails, mais en tout cas l'effort, la longueur du trajet, la difficulté pour parvenir jusqu'à ce frère qui ne lui a pas parlé pendant des années, et qui finalement, juste par la difficulté de cette situation,
vont se reconnecter me semblait intéressante dans ce roman, puisque les personnages de Rook et de Matt, qui sont encore une fois deux côtés d'une même médaille, puisque l'un veut éviter la vie et l'autre est à fond dedans et tout le temps en mouvement, tout le temps agité. Ces deux personnages se détestent à la fois pour des raisons qu'on apprend au fur et à mesure du roman, mais il y a cet espoir qu'éventuellement, enfin c'est une des histoires qu'on peut se raconter, une des fins qu'on peut se raconter, qu'éventuellement la difficulté de ce trajet va permettre de les faire se rencontrer d'une manière plutôt positive, alors que tout est fait pour un affrontement. En fait, Rook va vers l'affrontement, mais comment ça va se passer à la fin, eh bien, voilà, ça reste une... Nous ne le dirons pas, nous laisserons bien sûr les gens le lire. Mais les deux personnages, vous disiez, donc ils sont un peu aux antipodes dans le sens où l'un est en action, l'autre est pétrifié. Il y a aussi une chose à laquelle je repense là maintenant, c'est que dans leur poste, du moins au départ, à la FIMA, ils ont des rôles, ils sont au deux bouts de la chaîne en fait. Oui. Je vous laisse compléter. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que ces personnages-là, ils sont complètement différents. L'un est complètement agité, passionné par son travail, mais presque obsédé. Il est expert en désastres naturels, mais cette espèce de rapport qu'il a avec les désastres naturels est un petit peu ambigu. Et il le sent, il a un problème de fascination aussi par rapport à ça. Matt, lui, est quelqu'un qui ne veut rien voir, alors que Rook est quelqu'un qui veut trop voir. On est comme ça dans des oppositions. Alors, l'idée, effectivement, c'est que ces personnages se complètent en quelque sorte, et puis ils travaillent tous les deux pour le même organisme, donc la FIMA, qui s'occupe de gérer ces catastrophes climatiques. L'un travaille d'une manière purement, on va dire, abstraite derrière ses ordinateurs, c'est Matt. L'autre, au contraire, est sur le terrain, il a la tête dedans, comme il dit, hein, c'est-à-dire il voit ce qui se passe, des choses qui sont complètement insupportables par moments, et ils sont à l'opposé. L'un ne veut rien voir, l'autre veut tout voir, et va s'opérer une sorte de retournement, puisque Matt va hériter du poste de Rook, et c'est ainsi qu'il va se retrouver dans cette position de devoir tout voir, alors qu'il est dans un moment de sa vie où il ne veut rien voir. Donc effectivement, l'un est purement avant les catastrophes, il est censé en fait les repérer. Hein, c'est son travail de géomaticien, c'est un véritable métier. Et puis l'autre, au contraire, c'est quelqu'un qui est un observateur sur le terrain. Donc on est à la fois à la tête et à la queue de la FIMA, hein, puisque... Ouais. Donc, Rook est censé, après, une fois que, bon, si les pronostics n'ont pas été les bons et que les gens n'ont pas été évacués, on va dire en un mot, il est censé aller voir les dégâts et pour voir l'impact financier que peut avoir éventuellement les remboursements, enfin tout ce qu'on imagine derrière peut avoir un tel sinistre. Donc ça, c'est effectivement sur ces deux personnages, je dirais, un petit peu aux antipodes et complémentaires, à la fois avec l'élément déclencheur, comme vous dites, qui est la reprise du poste de Rook par Matt à un moment du récit. Dans la partie maintenant autobiographique, parce qu'il faut qu'on aille dans les deux, hein, puisqu'elles sont, comme on dit, en miroir, les personnages centraux sont votre fille, Opale, qui a alors une dizaine d'années et avec laquelle vous allez d'ailleurs sur certains lieux de sinistres pour votre enquête. Il y a aussi des rencontres personnelles, mais il y a également les véritables acteurs des trois tragédies sur lesquelles enquête la FIMA. Vous l'avez dit au début, et certaines victimes sont d'ailleurs évoquées ici dans le roman, sous forme d'un prénom dans la dédicace. Alors, je me permets de le lire. À la mémoire de Linda, John, Trevor, Kelly, Jeff, Nathalie, Donald, Eric, entre autres. Alors, souhaitez-vous leur ériger avec ce roman un monument et ressentez-vous un devoir de mémoire? Alors, c'est une grosse et grande question, puisque évidemment, quand on utilise du réel comme ça, surtout quand il s'agit de catastrophes, de drames humains,
il est inévitable d'éprouver une sorte de culpabilité, c'est-à-dire que la littérature reste un jeu, la littérature reste un amusement, même si on peut parfois y trouver des choses qui nous font vivre, qui nous aident à vivre. Ça reste néanmoins quand même quelque chose de factice, quelque chose de gratuit. Et le fait d'utiliser ces drames humains réels, m'ont évidemment amené à me poser la question de la légitimité, pourquoi utiliser leur histoire, etc. Et sur cette question, moi, je fonctionne véritablement en tant que chercheur, c'est-à-dire que j'ai besoin d'utiliser des cas particuliers pour pouvoir embrasser le collectif. J'aurais pu effectivement, non, j'aurais pas pu parce que j'en suis incapable, mais écrire un livre sur les catastrophes naturelles, sur des pourcentages, sur des choses beaucoup plus théoriques, sans utiliser de noms, hein, mais simplement des chiffres et puis des cartes de population, cartes géographiques, géologiques, etc. Mais moi, mon rapport au monde m'amène à me positionner en tant qu'observateur du petit pour éprouver le grand. Donc j'ai besoin d'utiliser du particulier pour avoir l'émotion du collectif. Certains commencent par le collectif et puis après rentrent dans les détails, mais moi c'est le contraire. Et pour pouvoir apprendre, pour pouvoir éprouver ces grandes questions, hein, de la perte d'un proche ou des battements de cœur de la planète, hein, le pouls qui s'emballe, j'ai besoin de raconter des histoires au départ. Donc, il a fallu que je m'inscrive personnellement dans des histoires qui ont existé et puis de les lire, de les écouter et ensuite d'en faire quelque chose qui devient plus général. Alors, c'est vrai que ce sont quand même des gens qui ont existé, c'est pour ça que la présence de leur prénom m'importe véritablement. Et effectivement, le livre est aussi en mémoire de ces gens-là, mais entre autres que l'on trouve à la fin de cette dédicace veut dire aussi tout le monde, tout le reste, enfin, tous les gens qui ont été effectivement victimes. Mais voilà, j'ai besoin de m'inscrire dans l'histoire du particulier pour pouvoir me connecter avec quelque chose de plus grand. Et d'ailleurs, la démarche qui consistait à aller sur les lieux de ces drames, c'était ça, quoi. C'est-à-dire comment essayer, non pas de me connecter avec les familles ou les victimes, parce que mon idée n'était pas du tout de rentrer dans leur histoire. Je n'avais aucune légitimité, aucune envie de le faire. Mais moi, en tant qu'être humain, dans mon avancement personnel et dans le livre aussi que je réalise et qui peut peut-être servir à d'autres, ou en tout cas les faire réfléchir ou les amener avec moi à ce type d'émotion, eh bien, c'était d'abord d'ancrer ma réflexion dans des histoires. Alors, vous avez été donc sur les lieux de ces tragédies. Vous avez inséré peut-être ou pas, je ne sais pas, des morceaux de témoignages où vous êtes servi, on va dire, de ces faits réels pour ensuite faire avancer votre fiction. Et une fois que vous êtes sur les lieux de ces tragédies, votre démarche va être similaire, on va dire, à celle de votre personnage, Matt, qui, on l'apprend, ne peut pas se rendre, mais va, pour pouvoir écrire ses comptes rendus, faire des maquettes et faire des macro-photos de ces maquettes pour faire accroire qu'il s'est rendu sur les lieux et pouvoir ensuite fictionnaliser le sinistre. Eh bien, vous y allez et vous allez véritablement prendre des morceaux du réel, dirais-je, que vous allez sortir de la réalité de la fiction et vous allez prendre par exemple, un peu de terre, prendre des restes de la voiture ou un petit bout, on va dire, de la carcasse d'une voiture que vous allez trouver à Métalec, sans aller dans le détail de ce vestige. Vous allez aussi, que j'ai trouvé magnifique comme image, ensacher le vent de Lébanon. C'est-à-dire, avec ça, j'entends mettre dans des sachets plastiques, vous avez bien compris, c'est-à-dire prendre un petit ziploc et mettre le vent dedans et ramener le vent à Chicago. Alors là, il y a une portée extrêmement poétique, on va dire aussi. Et arrivé à Chicago, vous allez ensuite, avec toutes ces matières que vous avez pu prendre, créer
ce que vous appelez, je crois en français, des boîtes vitrines, en anglais je dirais shadow boxes. Bien sûr, on pense à l'artiste américain du 20e, Joseph Cornell, bien connu pour ses boîtes, ses arrangements d'objets et d'images. Alors, est-ce aussi pour vous une façon de rendre le passé plus présent et était-ce une façon, sans doute, d'après ce que j'entends, vous venez de me dire, ce doit être ça, une façon de vous approprier les événements et peut-être ainsi de mieux capturer ce réel qui vous échappe? Oui. Pour revenir un tout petit peu avant, effectivement, au moment où je me suis retrouvé à Geuzick, au niveau fictionnel, et je me suis dit, il faut faire quelque chose. J'ai eu ce projet absurde, parce que, bon, au départ, il n'y a pas vraiment de but, de me rendre sur ces 3 lieux en question. Il y en a 3 catastrophes naturelles, et de voir ce qui s'y passe, d'observer, de ressentir, d'essayer de me connecter. Et le départ des shadow boxes n'était pas en place au moment du premier voyage. Je n'avais pas du tout l'idée de refaire les boîtes que le personnage Matt fait dans le roman. Il faut dire effectivement que Matt se sent pétrifié, il est incapable de partir sur les lieux en question, et il va trouver comme solution absolument dingue de recréer ces espèces de sinistres, de scènes de sinistres, en miniature, dans des petites boîtes en bois, qu'il va ensuite photographier en macro pour pouvoir les joindre à ces comptes rendus qui sont censés être des vrais comptes rendus, évidemment, qui sont écrits par une imagination un petit peu débordante et un petit peu... voilà. Et au départ, je ne pensais pas faire ces boîtes, celles qu'il est censé faire dans le roman. Au départ, j'allais simplement sur les lieux pour essayer de me connecter, ressentir quelque chose. Et puis très vite, j'ai eu un besoin de matière, c'est-à-dire en me retrouvant sur place, une des façons de me connecter à ces événements, puisque certains avaient eu lieu même plusieurs décennies auparavant, comme l'explosion de ce volcan, l'éruption du mont Sainte-Hélène, j'ai essayé de trouver matériellement des choses que je pourrais prendre. Autant comme, je sais pas, comme souvenir personnel, comme, je sais pas, comme preuve en fait que j'y étais allé. Il y avait quelque chose de cet ordre-là, mais pas du tout au départ pour faire ces boîtes. Et puis il est advenu cette idée que finalement, les boîtes que fait Matt, pourquoi est-ce que je ne les ferais pas aussi moi-même? C'est-à-dire de leur donner corps, c'est-à-dire de les extirper de la fiction pour les faire apparaître dans cette sphère du réel. Et alors, je me suis dit que du coup, étant donné que j'avais ces matériaux originels, vrais, des événements en question, alors il s'agit de quoi? Il s'agit de racines, de cendres, de terre, de pierres, de roches, de choses comme ça. Eh bien, j'avais décidé de faire ces shadow boxes, donc qui sont des sortes de scènes de sinistres en miniature, mais en y intégrant ces éléments naturels d'origine. Donc, une double challenge, on revient encore une fois à l'Oulipo, où effectivement, ces boîtes, elles vont exister, mais elles vont être à moitié artificielles, parce qu'évidemment, on a des petites maquettes de maisons qui sont écroulées, déchirées, etc. Mais aussi, on a des morceaux de pierre, de terre, etc., qui font partie des lieux en question. Donc, elles ont comme ça une sorte de double identité. Montrez-nous, Olivier, pendant que vous nous parlez de ces shadow boxes, vous avez quelques... Ouais, j'ai quelques images là sous le coude. Alors, montrez-les et expliquez-nous. Alors ça, c'est simplement le monument de départ qui se trouve à Lebanon, Kansas, et qui montre en fait le lieu précis, l'endroit précis du centre de la carte des États-Unis, en tout cas des 48 États contigus. Voici par exemple les matériaux que j'ai pu récupérer. Donc ça ne paye pas de mine, voilà, on peut ramasser ça autour de chez soi, sauf que évidemment ce qui m'intéresse dans ces cas-là, c'est l'authenticité de ces matériaux. D'abord d'un point de vue personnel, il y a quelque chose qui me touche, qui met, c'est ça, pas simplement un souvenir que je veux ramener de ces expériences, de ces moments passés là-bas, mais aussi quelque chose de matériel. Il est facile de récupérer les choses. Par exemple, ces arbres arrachés autour du mont Sainte-Hélène sont d'origine. On a des milliers et des milliers de troncs comme ceux-ci qui sont calcinés et qui datent des années 80. Il est assez facile de récupérer des morceaux de troncs et puis de les mettre dans des petits bocaux. Donc, ce sont ceux que j'ai utilisés ensuite pour réaliser les shadow boxes. Dans cet événement, alors là, il s'agit de ce qu'on appelle un sinkhole en anglais. Un pauvre homme à 11h du soir
dans son lit, s'est vu aspiré par un trou qui s'est subitement ouvert et qui faisait presque la taille entière de sa chambre. Il a été enseveli dans cette terre. Son frère, qui se trouvait dans la pièce d'à côté, s'est rué, s'est jeté dans le trou pour essayer de sauver son frère. Malheureusement, il a été comme digéré, aspiré par les entrailles de la terre. On n'a jamais retrouvé son corps. Ça se passe en Floride. Alors, mon action a été sur place. Il n'y a pas grand-chose, ce n'est pas spectaculaire, c'est une banlieue américaine. Mon action a été de récupérer tout simplement de la terre où cette personne est encore ensevelie de nos jours. Et avec cette terre d'origine, qui évidemment, pour moi, est très importante dans ma démarche, ne peut pas être remplacée par la terre qui se trouve à côté de chez moi. Ça ne fait pas de sens, même si le résultat visuel pourrait être le même. En tout cas, dans son symbole, dans ce qu'elle signifie pour moi, ça serait évidemment complètement différent. Donc, voici un exemple, par exemple, de ces shadow boxes. Donc, on a derrière moi ici leur taille, par exemple. Elles font 8 inches de côté, une vingtaine de centimètres. Et elles sont en fait des reconstitutions. Alors, quand on les voit comme ça, elles sont très abstraites, volontairement, peuvent ressembler à des peintures, à des tableaux abstraits, mais elles sont en fait un mélange de ces maquettes, de ces petites maisons en question, et puis d'éléments naturels. Alors là, cette série, par exemple, concerne l'événement dont j'ai parlé juste avant, c'est-à-dire ce sinkhole avec cette personne et son lit là, qui se sont fait avaler par les entrailles de la terre. Une fois que le drame a eu lieu, on a décidé de détruire la maison parce qu'on ne savait pas trop ce qui se passait dans le sous-sol. Et par mesure de précaution, on a complètement enlevé la maison, plus les 2 maisons voisines, pour être sûr que le terrain, cette zone en tout cas, était sécurisée. Aujourd'hui, on a un immense terrain vague, donc là où étaient les 3 maisons en question, et ils ont essayé de replanter des choses pour qu'on oublie un petit peu le côté dramatique. On ne va pas laisser le trou ouvert. On l'a rempli de ciment, de pierre, de sable, etc. On a essayé de faire pousser du gazon dessus. Ça ressemble à une sorte de parc, mais qui est inaccessible pour les visiteurs. C'est quelque chose qui reste grillagé. Alors voilà, par exemple, vous avez ici une des shadow boxes. Et à partir de ces shadow boxes, donc ces boîtes que Matt, dans le roman, est censé faire justement pour réaliser ces comptes rendus d'expertise, moi, j'en tire aussi des photographies. Par exemple, ces 2 photographies sont tirées de cette boîte. Donc, vous voyez ici, par exemple, les 2 rangées de grillages que l'on a ici, avec un semblant de maison qui est sur le point d'être détruite et qui évoque, et là, vous avez un document d'origine du drame, qui évoque la situation de cette maison qu'on est sur le point d'enlever, de détruire complètement. Voilà, donc ces 2 photographies et cette shadow box sont celles que mon personnage, Matt, est censé avoir réalisées dans le roman pour pouvoir produire ses comptes rendus. On a ici un autre exemple, donc toujours dans la même série. Je me suis basé sur un document sorti d'un journal où l'on voit donc ce trou, le trou dans la chambre de cette personne qui s'appelle Jeff, en l'occurrence, Jeffrey, et le trou donc, qui a aspiré à la fois son lit, Jeff, et puis beaucoup d'autres éléments de la pièce. Donc voilà une des shadow box qui représente le trou, mais cette fois-ci vu en coupe, et on a évidemment la terre d'origine, c'est-à-dire cette terre-là qui est mélangée à du vernis, à de la résine, est la terre dans laquelle Jeff est encore de nos jours. Pour moi, je n'allais pas faire simplement une illustration de l'événement, mais il fallait que j'y sois collé, que je sois vraiment au plus près. Et on a les 2 photographies qui servent à Matt dans son compte-rendu de l'événement, où on voit effectivement que je me suis inspiré des documents d'origine, en tout cas en partie, pas pour les murs, mais pour la forme du sinkhole, et évidemment pour son aspect dramatique et assez terrifiant. Alors, combien de shadow boxes avez-vous, Olivier, en tout et pour tout? Alors, en tout et pour tout, on a 3 événements, et pour chaque événement, je me suis imposé encore une fois une règle, une contrainte, qui consistait à réaliser 13 shadow boxes par événement, par catastrophe. Et puis ensuite, par la suite, une fois que ces boîtes furent réalisées, je me suis imposé
la réalisation de 2 photographies par boîte, c'est-à-dire l'exploration interne de ces boîtes pour avoir des points de vue qui pourraient servir au compte-rendu pour la FIMA. Donc on a au total donc 3 fois 13, 39, plus le double de photographies. La chose est que le projet final compte plus que ça, puisque je me suis rendu dans un lieu qui est Lebanon, Kansas, et qui est le seul lieu du livre où il ne s'est rien passé de particulier, mais où je conclus finalement le livre, la fiction là pour le coup, et j'ai décidé de réaliser aussi une série pour cet endroit, dans lequel il se passe aussi quelque chose de dramatique, mais cette fois-ci, cette série-là est purement fictionnelle. Même si... Vous aimez bien mélanger la fiction et la Oui, réalité, hein, nous montrer que c'est très perméable tout ça. Hein. exactement. Même s'il y a des éléments naturels qui proviennent de Lebanon, Kansas et qui ont servi à faire les shadow boxes, et en l'occurrence, il s'agit de l'air que j'ai mis en sachet et que vous évoquiez tout à l'heure. Celle-ci, effectivement, existe vraiment, mais elle est fictionnelle. Alors, on a bien compris qu'il y a un jeu permanent entre la réalité, la fiction, montrer bien cette perméabilité. Alors, ces œuvres-là que vous venez de nous montrer, ces œuvres plastiques, qu'elles soient basées sur du réel ou qu'elles soient basées sur la fiction, mais qui existent bien maintenant là chez vous et qui feront sans doute l'objet, vous nous le direz à la fin, d'une exposition. Alors, parce qu'elles mélangent ces œuvres, les éléments naturels et les éléments artificiels, et parce qu'elle emprunte, comme vous venez de dire, à l'imaginaire et au réel, est-ce que c'est pour cela, est-ce que vous pensez que ça permet plus, est-ce qu'elles sont plus aptes, dirais-je, que l'écrit ou que la littérature à approcher de façon émotionnelle, on va dire, les thèmes et les drames que vous évoquez? Oui. Effectivement, là, ça touche un petit peu au rapport que j'ai par rapport au réel et à la fiction. Parce que finalement, ces boîtes, elles sont exactement à la frontière entre le réel et la fiction. Comme je disais tout à l'heure, puisque ce sont des scènes reconstituées avec des petites maisons en maquette, etc., qui sont purement artificielles, mais mélangées avec des éléments naturels que je suis allé chercher sur place, on est exactement dans le même rapport. Et finalement, dans le roman, où je raconte par moments la confection de ces boîtes, puisque je suis aussi un artiste visuel, donc pour moi, pour moi, c'est la même chose. On est tout le temps, que ce soit dans la narration de la confection de ces boîtes, que ce soit dans la réalisation de ces faux rapports d'expertise, etc., on est toujours dans cette frontière entre le réel et le fictionnel. Tous les éléments du livre et toutes les actions plastiques que je peux réaliser dans mes œuvres plastiques, elles sont justement basées sur ça. C'est-à-dire que c'est un aller-retour permanent, constant, entre la fiction et le réel. Je sais qu'il est de plus en plus courant d'être passionné par les choses qui sont inspirées d'histoires vraies. Je n'ai pas exactement ce rapport-là, moi, dans mon travail. C'est plus, j'aime la fiction, mais je voudrais que ma fiction, elle ait un impact sur mon réel. C'est-à-dire que la fiction, telle que je la vois maintenant, elle va m'obliger à me déplacer. Elle va m'obliger à aller voir des choses. Elle va m'obliger à aller faire des choses, comme par exemple ces œuvres plastiques. Et une fois que je les aurai faites, je vais revenir vers la fiction. Et ensuite, ça va effectivement former un tout. Donc, je suis véritablement dans cet aller-retour permanent. La fiction génère du réel, comme par exemple, Pérec peut générer des choses en se posant des contraintes. Et ensuite, je récupère ce que j'ai pu vivre dans le réel pour le ramener à nouveau dans la fiction. Donc, on est dans un échange permanent. Et les boîtes en sont un bon symbole, en fait.
Alors, est-ce que en vous lisant, j'ai pensé à une citation de Vargas Llosa qui m'accompagne souvent, que je vais vous lire, et vous me direz si vous partagez ce point de vue. Il dit: Une poignée de personnages littéraires, puisque revenons à la littérature, ont marqué ma vie de manière plus durable que la plupart des êtres de chair et de sang que j'ai connus. Est-ce que vous pourriez partager cette opinion, ou quels personnages, en l'occurrence de fiction, vous ont marqué ou vous marquent? Alors, c'est intéressant. Alors, moi, les personnages de fiction qui m'intéressent, je vais commencer par ce volet-là de la question, c'est une sorte d'archétype. Je suis particulièrement intéressé dans la littérature, et on le trouve beaucoup aussi dans la littérature américaine, par les personnages qui ont une faille. C'est-à-dire les personnages qui ne sont pas forcément conscients de ce qu'ils font. Par les personnages qui ne maîtrisent pas tout, quelque chose leur échappe, ce genre de choses. Donc on en a pléthore, enfin il y en a beaucoup dans la littérature américaine. Moi je suis vraiment, vraiment passionné par la littérature du minuscule, qui parle du cosmos, hein. On part du petit, on arrive à quelque chose de très grand. Je suis très, très ému quand je lis Raymond Carver, par exemple, ce genre de personnage. Donc, on n'a pas un personnage, mais on a un archétype, c'est-à-dire une ligne de personnages. J'aime beaucoup, par exemple, en littérature française, les personnages d'Emmanuel Bove. Je ne sais pas si vous connaissez. On est dans des personnages qui ne sont pas complets, ou alors qui sont dans des situations où ils ont à se débattre. Ça me plaît énormément. Donc, je n'ai pas forcément de personnage particulier, mais j'ai plus cette ligne de personnages. J'ai du mal à lire des auteurs trop intelligents, par exemple, ou des personnages trop intelligents, on va dire. Trop intellectuel, vous voulez dire par intelligent, ou vous voulez dire trop intellectuel ou trop... Non, pas forcément trop conscient, je dirais. C'est pas forcément ça. Oui, par exemple, parlons de littérature américaine, j'ai beaucoup de mal à lire Richard Ford, qui pourtant pourrait être apparenté à tous ces Raymond Carver et autres. Non, Richard Ford, pour moi, est quelqu'un, enfin, son personnage, Frank Bascombe, mais toujours, ses livres me sont tombés des mains à chaque fois, parce que ces personnages sont hyper conscients, ils ont des remarques hyper justes sur la vie. Moi, je suis plus de l'ordre de l'expérimentation, du tâtonnement, du refaire, plutôt que de la vision. Voilà. Donc, je préfère ce genre de personnages qui se débattent un peu. Et des personnages qui se débattent dans des situations difficiles ou de rupture, comme vous le disiez. Des personnages aussi qui sont souvent très ancrés, comme on l'a vu, et très influencés par leur milieu, pour ne pas dire la nature. Alors, d'où vous vient? Vous avez une fascination de façon claire pour la terre, la roche, les minéraux, les sciences de la terre, on l'a entendu tout à l'heure. Dans le roman, May, la femme de Rook, elle semble être née de la pierre et y retourner. Caïssa, qui est la femme de Matt, elle est associée au vent, et avec tout son projet, il a des maisons d'éole. Matt, on l'a dit, il est pétrifié par un mal inconnu. Le père de Rook, il est enseveli de façon un petit peu, on va dire, la fantastique. On en avait discuté, jusqu'au prénom de votre fille, Opale, à laquelle vous dédiez votre roman. Donc, d'où vous vient cette fascination pour tout ce qui est la roche, la terre, les minéraux? Je pense que cette fascination vient en fait de cette espèce de contradiction et en même temps de complémentarité véritablement entre le matériel et le spirituel. Je suis agnostique, on va partir de ça. Et c'est vrai que le matériel, le tangible est quelque chose d'essentiel pour moi, le vérifiable, on l'a bien compris, hein, quand je prends ces éléments naturels, etc. Donc j'ai véritablement besoin d'un substrat matériel, peut-être pour des questions qui me rassurent, je ne sais pas, c'est là, ça existe, etc. Mais en fait, ces éléments matériels, ces éléments géologiques, ce rapport à la Terre, à la planète, à ce que vous voulez,
c'est évidemment dans mon rapport à un questionnement plus large, plus spirituel, puisque, et je pense ne pas être le seul, mais quand on est vraiment agnostique, mais qu'on aimerait quand même avoir quelques réponses à des questions existentielles, et que le temps passe et qu'on se dirige vers des âges grandement adultes, on va dire, au bout d'un moment, eh bien, je pense que cette connexion avec les éléments est plus qu'essentielle. Elle est plus qu'importante. C'est-à-dire, effectivement, on fait partie d'un tout, quoi. Mais quel est ce tout? Et ce tout, s'il est spirituel, passe par la matière. Donc, il s'agit un petit peu de ça aussi dans le roman, c'est-à-dire que Rook, ce personnage qui, au départ, est très agité, complètement matériel, il habite à côté de ce parc de Rock City, qui est un parc où on voit 200 masses volumineuses, rondes de roches, qui sont pour lui simplement des pierres, c'est de la caillasse. Et il est exaspéré par ce parc de pierres parce que c'est immobile, alors que lui aime être en mouvement permanent, et ces pierres l'insupportent. Il ouvre ses volets chaque matin sur ce parc, et il aimerait bien, il aimerait bien avoir autre chose sous les yeux. Et au fur et à mesure du roman, eh bien, ces pierres vont peut-être devenir autre chose que de simples cailloux, parce que ces pierres datent d'il y a des millions d'années, et elles ont une histoire, et que comme je disais, quand on est non-croyant, ou en tout cas non-religieux, et qu'on ne croit pas aux histoires qui sont racontées sous telle ou telle forme dans les religions, on doit quand même pouvoir s'en raconter, mine de rien. Et l'alternative serait peut-être justement de s'ancrer dans cette nature et dans cette matière, mais en la transcendant. Alors justement, pour s'ancrer dans l'histoire et cette matière, je pense que c'est une bonne transition de vous demander de lire la page. Je vous avais dit, j'aurais une page que j'aimerais que vous lisiez. Oui, oui, bien sûr. Et cette page va nous permettre d'abord de pleinement apprécier votre écriture. On peut peut-être, oui, au même moment montrer le parc de Rock City, puisque ça, vous avez une photo, je crois. Alors là, on Alors, je dois avoir ça quelque part. vous avez Rock City quelque part. Oui, Voilà. alors, voici Voilà. Rock City. Voilà. Alors, Rock City, effectivement, c'est un parc qui n'est pas très loin du centre Lebanon, Kansas des États-Unis. C'est là où habite Rook. Il n'habite pas très loin de chez Matt, même s'il met très longtemps à rejoindre l'endroit durant le roman. Il n'habite pas très très loin. Et c'est un parc donc, qui existe, qui est dans le Kansas, qui est à Minneapolis, Kansas, et qui présente en fait 200 rochers qui ont une taille qui va jusqu'à 6 mètres de haut et qui sont faits en fait de calcite. On appelle ça des sortes de boulets de canon parce qu'ils sont vraiment, vraiment ronds. Et calcite, c'est quoi? C'est une sorte de béton naturel. Voilà les photographies que j'ai faites sur place. Donc, on est vraiment dans de la matière, on est presque dans du béton un peu bête, mais ces boulets de canon, ces rochers, sont en fait stigmatisent différentes émotions dans le roman. Les personnages vont projeter chacun des choses différentes. Il y en a qui vont y voir simplement que des cailloux, comme Rook par exemple. On a May, sa femme, qui au contraire va y voir quelque chose de spirituel avec un rayonnement qui va bien au-delà simplement que de la pierre, que de l'élément géologique. Et puis, chacun a un petit peu un rapport différent par rapport à ces rochers. Et moi, ce qui m'a particulièrement fasciné quand j'y suis allé, c'est d'abord la longévité de ces éléments-là, il y a plusieurs millions d'années, et puis le fait qu'avant, il y avait une mer intérieure dans le Kansas, ce qui est difficile donc à croire de nos jours, mais qu'en fait, ces sédiments sont simplement les résultats, les traces d'une mer qui s'est retirée peu à peu et qui, donc, à l'air libre, avec l'érosion, ont rongé plus ou moins certaines surfaces de ces sédiments et en se retirant, ont finalement laissé apparaître ces très beaux rochers bien ronds. Alors, vous voyez, les photos que je montre, on peut les voir simplement comme des cailloux, ou alors on peut leur donner un côté un petit peu magnifié. Et dans le roman, ils jouent quand même un rôle assez essentiel, puisqu'ils
ils sont le lieu d'une scène finale qui donne beaucoup de clés au roman. Et effectivement, alors il y a une page, vous m'avez indiqué donc une page qui relate mon expérience de ce parc. Et comme je vous disais tout à l'heure, on peut le prendre comme quelque chose de purement matériel, ce sont des pierres, mais on peut essayer, eh bien, pourquoi pas avec un point de vue légèrement différent, eh bien, d'y voir quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, spirituel. Et la question de faire partie de cette nature-là, et en l'occurrence, ces pierres-là ont des crevasses suffisamment grandes pour qu'on puisse s'y ranger, s'y allonger et faire partie de ces rochers en quelque sorte. Là, on est dans un passage où effectivement, je vais rentrer dans une pierre et en faire une espèce d'expérience à la fois physique et spirituelle. Donc, si vous voulez, je vais vous lire cette page en question. C'est la page 121, Olivier. C'est la page 121. Alors, donc je suis dans le parc de Rock City. Je me mis en tête de me faufiler entre les deux blocs pour aller récupérer le fragment de pierre tombé au sol. Je me penchais, me contorsionnais pour me glisser sous les ventres rugueux, lorsque, dans le creux le plus sombre, dans un recoin qui n'était visible et accessible que si l'on adoptait une position particulière pour s'y couler, je découvris une des crevasses horizontales les plus larges du parc. Je m'accroupis dans le réduit comme dans une grotte pour l'observer de plus près. Toutes les strates à l'abri de la lumière avaient ici des bords doux, comme si l'eau y avait stagné plus longtemps, avait baigné et patiné la pierre pour la rendre onctueuse, pour en arrondir les arêtes et creuser patiemment ce trou qui, même sans prendre beaucoup de recul, avait nettement la forme d'une vague. Là, l'odeur était différente aussi, océanique. On percevait des exhalaisons d'algues et d'embrun. Ramassé dans ce nid moelleux dont la tessiture se modifiait au fur et à mesure de ma présence, je perçus soudain un bourdonnement qui s'approchait, un bruit qui semblait rebondir de pierre en pierre. C'était le grondement de l'eau. L'élément qui, il y avait 100 millions d'années, se trouvait à la place de ces espaces vides et ignorait l'être humain que j'étais, lequel n'apparaîtrait que 296 millions d'années plus tard. La crevasse était assez large pour que je m'y installe. Elle m'y invitait presque. Alors, je m'y insérais. Je m'y fondis parfaitement pour me soustraire à cette existence qui n'était pas encore advenue. Et soudain, je fus cette pierre. Je fus ces roches. Je fus l'amalgame minéral, ne formant au départ qu'un corps unique avec le reste de la surface, mélangeant et tassant mes sédiments, mes particules microscopiques et mes cristaux, qui, au fil du temps, seraient consumés délicatement par les éléments extérieurs, grignotés par l'érosion, puis je me détacherai patiemment, un beau jour étonné de voir mes congénères à mes côtés, séparés, surpris de constater que nous constituions des spécimens distincts si ronds, alors que nous avions été une unité. Merci beaucoup Olivier pour cette page. J'aurais énormément encore de questions à vous poser, mais j'aurais aimé aussi laisser la parole. Oui, on a beaucoup parlé, j'ai beaucoup parlé. Et voilà, nous, on a beaucoup parlé déjà, laisser aux autres la possibilité de poser des questions également. Moi, ce que je peux dire, peut-être juste avant de passer la main, c'est que j'ai pris un très grand plaisir à lire votre livre, que j'engage tous ceux qui nous écoutent et plus à le lire. C'est un livre qui se lit très vite, très bien, puisque c'est une histoire policière et on veut absolument savoir ce qui se passe, on veut comprendre et on a fait bien, Olivier, hein, on n'a pas dit ce qui se passait. Non, on a réussi. On a parlé du livre, on a quand même gardé l'histoire. Donc, vous ne savez pas ce qui s'y passe, donc il faut le lire.
Et puis surtout, ça permet de se poser énormément de questions. Donc, vous en parliez, des questions qui dépassent les histoires dont on parle, ces jeux aussi de réalité et de fiction dans lesquels nous vivons en permanence dans notre quotidien. Donc, il y a énormément d'aspects qui font qu'on a envie de faire plus de recherches. Vous en avez fait énormément, vous, hein, la preuve pour pouvoir parler de toutes ces tragédies. Moi, je peux vous dire, et je vous l'ai dit l'autre jour quand on s'est brièvement parlé, ce livre m'a fait faire énormément de recherches aussi, mais pas des recherches pour aujourd'hui, puisque ça, c'est juste le livre, c'est facile, mais pour moi, pour comprendre ce qui s'était passé là-bas, oh, ça c'est là sur la carte, je ne savais pas, etc. Donc, et puis des œuvres d'art qu'on a envie d'aller voir. Donc, c'est pluriel, c'est bravo. Et, j'ai vraiment aimé, je pense que tout le monde aimera pareillement. Et puis voilà, maintenant on va laisser les autres poser des questions. Donc, alors, dois-je lire les questions? Alors non, je pense qu'on peut aussi laisser la parole aux gens. Peut-être que les gens ont envie de voilà, parler. de la voix. Donc, vous pouvez lever la main, on m'a dit raise your hand dans Zoom, afin qu'on puisse vous laisser la parole. Ou comme ça, pas la main même, comme dans la classe. Alors moi, je ne vois personne là, mais bon, je vous fais confiance. Bon, ben écoutez, vous n'avez pas vu ma petite main, alors je vais prendre la parole et j'aimerais que personne n'hésite à faire la même chose, puisque vous êtes tous là avec nous, avec Olivier, avec Isabelle. Alors, ma question, j'ai remarqué, Olivier, que vous avez été directeur du département des arts du lycée français de Chicago et je me demande si c'est cette expérience, parce que je ne connais pas assez votre passé vos études et tout, mais est-ce que c'est cette expérience ici à Chicago avec les lycéens qui a en fait nourri ces œuvres d'art fictives dans votre premier roman? Alors, oui, peut-être que vous voulez aussi faire référence à Boltanski qui est dans le livre, c'est-à-dire je termine le roman par une séance de cours. Effectivement, l'enseignement est évidemment voilà, prépondérant dans ma formation, et notamment la manière dont on aborde le rapport entre réalité et fiction et dont on aborde l'idée de la boîte, par exemple, avec Christian Boltanski, et notamment sur ce que c'est qu'une démarche créative. Quand j'enseignais, j'ai essentiellement enseigné ce que c'est que avoir une démarche. C'est-à-dire voilà, être en position de créer quelque chose. Comment est-ce qu'on peut cliquer, comment est-ce qu'on peut avoir une technique, non pas de dessin ou de peinture, mais une technique de démarche. Voilà, donc ça c'était mon enseignement. Et effectivement, avec Christian Boltanski, donc on retrouve dans le livre à la fin, parce que ça donne aussi tout son sens à ce qui se passe précédemment dans le livre, sur la question du rapport au particulier et au général dans la démarche artistique. Boltanski est un artiste de la boîte, mais lui, aucunement, je ne vais aucunement me comparer à son travail qui est phénoménal, mais si on parle simplement de la démarche, Boltanski est un artiste de la mémoire, c'est un artiste du mystère, c'est un artiste qui, en fait, va générer des œuvres qui parlent du général pour que nous, en tant que particuliers, on s'y connecte. Ma démarche est finalement complètement à l'inverse. C'est-à-dire que je vais, et c'est ce que j'enseignais moi à mes élèves, mais après ils ont le choix, de partir du particulier pour ouvrir au général. C'est-à-dire que les boîtes que je fais ne sont pas du tout des boîtes mystérieuses, des boîtes psychanalytiques, ce sont des sortes, je les définis ainsi, des sortes de tamis de chercheurs, vous voyez, ces tamis de chercheurs d'or ou de chercheurs de pierres précieuses. C'est-à-dire que je mets les choses dans une boîte et je les observe pour voir ce qu'on récupère à la fin. Donc voilà, ça, ce sont des discussions qu'on a eues en cours. Voilà, l'expérience de l'enseignement à Chicago notamment a été extrêmement riche et a permis de nourrir tous ces débats et réflexions dont on retrouve certaines dans le livre, c'est sûr. C'est bien, très bon commentaire puisque vous avez M. Veto qui vous écoute. Ah, M. Veto, bonjour. Je ne vois pas le public, mais bonjour à vous et bonjour au lycée. And I think René had a question too. René? Yep. À part ça, je demande quel a été votre plus grand défi, enfin, sans préciser trop.
de ma part, pour vous, pour écrire le livre, quel a été votre plus grand défi? Alors, mon plus grand défi pour écrire le livre, c'est à partir du moment où j'ai décidé d'aller sur les lieux des catastrophes et de me connecter à ces événements passés. Mon plus grand défi était finalement de m'y connecter. Et en américain, ça fait sens parce qu'on dit, voilà, la connection, c'est quelque chose de sensitif, d'émotionnel. Il ne suffisait pas pour moi simplement d'aller sur les lieux, puis de ramasser des éléments matériels, de revenir dans mon atelier de Chicago et de faire mes shadow boxes et d'écrire pour avoir fait œuvre. Il fallait que je m'y connecte. Et ça, c'était très difficile à définir. La connexion, elle se faisait ou elle ne se faisait pas. Et notamment, je raconte dans le livre, par rapport au Mont Sainte-Hélène, ma première expédition là-bas s'est soldée par un échec. J'ai récupéré de la cendre originelle du volcan, qui date de 1980, mais la connexion émotionnelle ne s'était pas faite. Et ça, on ne peut pas le dicter, on ne peut pas l'organiser. Et elle s'est faite par la suite, quand notamment j'ai découvert cette voiture calcinée qui a été projetée 20 mètres de son lieu d'origine. C'est en trouvant tout à coup cette voiture qui faisait partie du couple de mineurs dont je parle dans le livre que la connexion s'est faite, et notamment ce morceau de tôle qui s'est donné à moi, parce qu'une des choses était aussi de ne jamais arracher, c'était une des contraintes que j'avais, mais simplement de récupérer les éléments qui se donnaient à moi. La connexion s'est faite grâce à cette voiture, par exemple. Mais au départ, je n'arrivais pas à me connecter à cet événement parce que la tragédie de Mont-Sainte-Hélène est quelque chose de très connu aux États-Unis, pas tellement en France, mais c'est devenu presque un site touristique et rien ne se passait émotionnellement. Donc pour moi, ça, c'était très compliqué. Je me suis dit que j'allais arrêter mon projet, que il ne suffisait pas simplement de faire œuvre de voyance pour pouvoir réaliser quelque chose ou écrire quelque chose par rapport à ça. De même, quand je suis allé sur les lieux en Floride de ce sinkhole, ce trou qui s'est ouvert sous ma maison, c'est une banlieue comme il en existe des milliers aux États-Unis, avec des rues très, très orthonormées, classiques. L'endroit où ça s'est passé est grillagé, on ne peut même pas avoir accès à l'endroit, mais tout à coup, la connexion émotionnelle s'est faite lorsque j'ai repéré à l'intérieur de ce jardin un rond de gazon qui n'était pas exactement de la même couleur que le reste du gazon. Sinon, il n'y a aucune trace. On a essayé d'effacer l'événement, quand même très tragique. On ne va pas non plus en faire un monument. Il n'y a qu'une seule personne qui a été impliquée dans ce drame. Mais à la surface, ce vert, ce gazon légèrement de couleurs différentes, m'a subjugué d'émotions, et la connexion s'est faite à ce moment-là, alors que c'était presque un échec aussi. Je ne savais pas ce que je faisais dans cette banlieue avec ma voiture dans la rue. J'ai dormi dans la voiture, je ne savais pas trop ce que j'allais faire là-bas. Et c'est advenu finalement, sans forcer, évidemment, ça n'a aucun intérêt de le forcer, mais c'est devenu comme ça. Et finalement, c'était ça la plus grande difficulté, c'était de perdre l'émotion, de simplement profiter des choses qui s'étaient passées, mais sans qu'il y ait ce bouleversement personnel. Isabelle, tu vois Monsieur Mourcou, Bruno Mourcou, il a la main levée là. Monsieur Mourcou, Ah, pardon, je vois pas, mais moi, je ne peux ah, pas. ok, je vais t'aider, ok. Je vais lui demander de unmute. Ah, je peux pas. Ah, Ah, voilà, merci. Est-ce que vous m'entendez? très bien. Très bien, je voudrais m'adresser à Olivier Bodard. 25 ans que nous nous connaissons, des années où on se tutoie, donc on peut se permettre de... Voilà. Je voulais dire simplement que pendant ces 25 ans, ce besoin d'écriture permanent chez toi s'est révélé sur le tard. Et ma question, et tu t'en doutes ce qu'elle va être, est l'avenir, puisqu'il faut rattraper le temps perdu. La question de l'âge en tant qu'écrivain, évidemment, quelque chose
euh, qui, de la part des éditeurs, de la part du public, etc., est une question que je me suis posée très souvent. Et effectivement, j'ai toujours écrit depuis très longtemps, mais il me semble que finalement, cette histoire de la fiction elle seule n'était pas quelque chose de satisfaisant pour moi. C'est-à-dire que simplement écrire une histoire, même une bonne histoire, on va dire, j'aurais pu écrire l'histoire de Matt simplement en trouvant une fin et puis en la rédigeant, jusqu'au point final de ce projet n'a jamais finalement satisfait mon appétit d'écriture et que ce second volet, ce récit, cette autofiction qui est venue finalement compléter ce projet initial, a été finalement le révélateur du fait que j'étais prêt pour pouvoir faire un livre. Et l'avenir, c'est ça. L'avenir, c'est finalement de continuer sur cette lancée, sur ces pas, puisque, en tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse. Je ne sais pas si les gens, en tant que lecteurs, ça les concerne ou autre, mais finalement, ça devient secondaire. Il y aura bien quelques personnes qui seront intéressées, sans doute. Mais en tout cas, moi, maintenant, la direction, elle est tracée. C'est-à-dire que ce rapport entre vouloir écrire de la fiction parce que c'est nécessaire et que l'humain a besoin de fiction, tout est fiction, de toute façon, mais passer par le réel qui va m'injecter en retour encore de la fiction, c'est-à-dire cet aller-retour constant, c'est effectivement ce qui me semble être ma démarche. Alors, par exemple, je suis en train d'écrire un second roman, plutôt assez avancé, qui concerne cette fois-ci, alors c'est toujours lié à la géographie, on l'a compris, qui est lié à mes 2 années passées en Californie. Notamment, j'ai habité dans le désert de Sonora, et c'est sur la question justement de qu'est-ce que c'est qu'habiter un endroit, qu'est-ce que c'est qu'habiter le désert. Et ce livre va naître de l'expérience de ces 2 années passées dans le désert de Californie, avec ces différentes manières d'habiter. Alors j'ai été très très intéressé par 2 endroits spécifiquement, un qui est assez connu, qui s'appelle Slab City, qui est une espèce de ville qui n'a pas de loi, qui n'a pas d'électricité, qui a été construit sur l'ancienne base de l'armée américaine. Les gens vivent gratuitement, il y a des campeurs, il y a des gens qui vivent à l'année aussi sous 50 degrés au soleil. Une sorte de communauté, mais qui est libre pour tout le monde. On peut aller habiter là-bas, donc j'y suis allé. Et puis, en comparaison d'un autre endroit sur lequel j'ai fait beaucoup de recherches, d'un homme qui a bâti une ville au milieu du désert, mais dans laquelle personne n'habite. Donc, on est deux antipodes, encore une fois, 2 options, 2 attitudes d'habitation. Alors, ce roman, par exemple, mais qui est aussi complété par une démarche plastique, encore une fois, parce que finalement, voilà, c'est ce que j'ai compris que je devais faire, en quelque sorte. Eh bien, c'est le questionnement de qu'est-ce que c'est que d'habiter. Est-ce que c'est simplement remplir un espace de soi, ou est-ce que c'est au contraire vivre parmi les choses, parmi les êtres. Donc voilà, ce sont les questions que j'aborde dans ce 2e ouvrage, dans cette série aussi d'œuvres plastiques. Donc l'avenir est là, l'avenir est dans le continuer ce qu'a déclenché Zones à risque dans ma manière à la fois d'appréhender le monde et puis de le restituer sous cette forme, sous ces formes. Bien, merci de m'avoir répondu, parce qu'en fait, ce que j'attendais, c'était de savoir si l'art plastique, qui a été pendant 30 ans de ta vie le dénominateur commun à des tas de choses, resterait un fil conducteur pour les prochains romans. Absolument, parce que les arts plastiques est une activité physique et justement, ça m'emmène sur des endroits, ça me fait faire des actions. Et ces actions, ensuite, elles sont fictionnalisées, elles font partie de la fiction. Merci. Merci, Bruno. OK. Je regarde pour Isabelle, je suis les yeux d'Isabelle pour voir s'il y a d'autres petites mains levées, que ce soit des vraies comme ça ou des petites mains en icône. Et puis sinon, je regarde la première page, je regarde la 2e page, voilà.
Et je vais peut-être me permettre une dernière question avant qu'on fasse un wrap-up, comme on dit en anglais. Est-ce que tous les auteurs chez Incul sont aussi philosophiques que vous, Olivier? Oh, ils sont très philosophiques et certains sont beaucoup plus intelligents que moi. Et notamment, bon, chez Inculte, il y a quand même un dénominateur commun, enfin quelque chose qu'on retrouve assez souvent, c'est ce qu'on appelle la psychogéographie, c'est-à-dire de quelle manière les lieux impactent les individus. Donc c'est quelque chose, bon, pas dans tous les livres, mais on retrouve ça chez Inculte assez souvent, et notamment dans le dernier roman qui a été écrit à 6 mains chez Inculte par Arnaud Bertina, Oliver Roé et puis Mathieu Larnaudy, qui s'appelle Boulevard de Yougoslavie et qui parle d'un quartier de Rennes à travers la voix de ses habitants. Donc on est dans une réflexion philosophique, sociale, on est souvent dans une réflexion sur l'habitat, sur vivre ensemble, qu'est-ce que c'est, avec des préoccupations sociales et individuelles. Donc effectivement, alors bon, je m'y sens à ma place quoi, avec ce roman. Mais effectivement, on est à la fois dans le récit, dans l'imaginaire, mais aussi ce que vous allez appeler peut-être la philosophie, en tout cas la réflexion. Je pense que c'est un mélange assez complet. Alors, un dernier point, Aimé, on ne t'entend pas si tu cherches à parler. Un dernier point, Olivier, on ne l'a pas évoqué, je voulais vous poser la question, est-ce qu'il y aura une exposition de ces boîtes que vous nous avez montrées, de ces photographies? Alors, oui, donc il y a 52 Shadowboxes, il y a 104 photographies d'assez grand format d'ailleurs. On voit par exemple une photographie ici. Donc il y a 104 photographies de ce format-là. Et on a une exposition effectivement qui est prévue, mais dans un temps assez lointain pour être sûr que quand on l'a en tout cas mise dans l'agenda, on voulait être sûr que ce soit dans des bonnes conditions, etc. L'idée serait de faire une rétrospective de toutes ces œuvres ensemble, et non pas simplement des extraits ou simplement des morceaux, au mois d'avril-mai 2022. Donc on est dans un an. En tout cas, celle-ci est fixée et c'est à l'Evanston Art Center à Chicago. On en reparlera à cette époque-là, mais c'est un lieu vraiment intéressant au niveau de son architecture, au niveau de sa qualité d'exposition, et surtout c'est un endroit assez vaste pour pouvoir accueillir l'intégralité de ces travaux-là. En attendant, d'ici un an, on verra bien, ça dépendra effectivement de la manière dont se déroulent les choses, mais en tout cas, il y a celle-ci. Très bien, merci. Merci beaucoup à vous. Okay. Merci à tout le monde d'être venu. Merci Olivier Baudard, merci Isabelle, et merci à vous tous d'être avec nous aujourd'hui. À ne pas manquer, ce week-end, c'est le Click and Pick de la médiathèque Curbside Service, si vous êtes à Chicago ou pas très loin. Il y a aussi une activité pour enfants qui aura lieu dans l'après-midi. Tous les détails sont sur le site web. Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'allumer vos micros pour applaudir Olivier et Isabelle. C'est gentil. Bravo! Merci beaucoup. Très sympa encore. Merci à tous. Merci Isabelle. Merci beaucoup. Chouette, merci beaucoup Olivier. Et à très bientôt à tous. Hein. Et puis lisez le livre. On finit là-dessus. Lisez le livre. On l'a. Il est disponible à la médiathèque. Voilà. Viens de l'acheter aussi. René, une dernière question. Si on veut acheter le livre d'Olivier aux États-Unis, il est en français, quelle est la meilleure manière de le faire? Ah, ça c'est une très bonne question. Moi, il me semble que j'avais passé par Amazon, mais il faudrait que je vérifie parce que j'ai plusieurs endroits que j'utilise. Mais j'en suis pas certaine. Mais vous pouvez me contacter directement. Et le livre est bien sûr aussi disponible à la médiathèque, mais mieux d'acheter
son livre à soi. Alors, c'est sûr qu'en France, aller dans les librairies indépendantes, Yeah. celle qui me manque énormément. Ça me manque beaucoup. Bon, après, c'est vrai qu'on peut lire en téléchargement. Moi, ici, aux États-Unis, je télécharge beaucoup sur Kobo ou Kindle. Bon, Yeah. voilà, Je pense que j'ai peut-être, je ne sais pas si j'ai passé par le Fnac ou Amazon France. Voilà. Au revoir tout le monde. Au revoir Merci. tout le monde. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt tout le monde.